primeiro contato pessoal com Pierre Bourdieu ocorreu em Paris, no final de 1979, no Centro de Sociologia Europeia, onde estive, a seu convite, trabalhando durante 2 anos. Desde então, tento, assim como outros colegas brasileiros, trazer Bourdieu ao Brasil. Embora saiba que ele gostaria de vir, esse projeto acabou não se realizando. Assim, decidi trazer Bourdieu em imagens para expor na TV algumas ideias que ele desenvolveu em volumosa obra, da qual constam mais de 30 livros. Foram horas de entrevistas gravadas no Collège de France, onde Bourdieu é titular da Cátedra de Sociologia. Ele me forneceu as ferramentas necessárias para pensar o homem e a sociedade que ele fabrica e que o constitui de forma integrada, sem voluntarismos ou determinismos. Um dos intelectuais mais brilhantes da atualidade, Bourdieu, distante ou próximo da política convencional, nunca deixou de denunciar as formas simbólicas de dominação, como Un Contre-feu, publicado em 98. Lembro ainda de minha frustração quando, em meados dos anos 70, meus alunos da PUC de São Paulo se recusaram a ler sua obra sob o pretexto de que ela era conservadora, contra mudanças e antirrevolucionária. Mesmo considerando que seu trabalho sempre tenha sido político, alguma coisa no senhor ou em sua posição mudou em relação à política. O que mudou? Sur le premier point, vos étudiants n'étaient pas les seuls à penser comme ça. Enfin, je pense que beaucoup de sociologues avertis, professionnels, pensaient un peu ça. Je pense même à un sociologue anglais qui a beaucoup contribué à introduire ma sociologie dans les pays anglo-saxons, a écrit un papier ou a fait une présentation, c'était un colloque où j'étais présent, pour montrer que ma sociologie était conservatrice. Et alors c'est très stupéfiant pour moi, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui, parce que comment dire que une instance comme le système d'enseignement contribue à conserver les structures, ou dire que les structures sociales tendent à se conserver, ce qui est un constat, c'est comme ça, est perçu comme une déclaration conservatrice. Bon, ce qui est stupéfiant, enfin, bon, quand on y réfléchit 2 minutes. Et alors que oui, il suffit de penser un peu pour voir que l'énoncé du fait de la conservation et de l'existence de mécanismes de conservation peut être considéré, si on veut, comme révolutionnaire. Bon. Donc c'est tout, je pense que cette erreur de perception là, que vous imputez à vos étudiants, elle est très significative parce que elle fait voir la difficulté qu'il y a à transmettre du discours scientifique sur le monde social. Quand vous dites les choses sont comme ça, on pense que vous dites il faut qu'elles soient comme ça, ou il est bien qu'elles soient comme ça, ou au contraire il ne faut plus qu'elles soient comme ça. Autrement dit, la plupart des discours sur le monde social, ce que tiennent les hommes politiques bien sûr, mais aussi la plupart des intellectuels, les curés, les prêcheurs, sont des discours normatifs. On ne parle la plupart du temps du monde social que pour dire que c'est bien ou mal, qu'il faut conserver ou changer. Bon. Alors arrive le sociologue qui dit bon, telle institution contribue à conserver, et aussitôt on introduit un jugement de valeur et on dit il contribue à conserver et c'est bien comme ça, et je suis d'accord, ou bien contribue à conserver et c'est mal comme ça et il faut faire la révolution. La deuxième question que vous posez, est-ce que j'ai changé? Non, moi je pense que toujours le système d'enseignement contribue à conserver. Je insiste toujours sur contribue, c'est très important. Je dis pas conserve, je dis pas reproduit, je dis contribue à conserver, c'est-à-dire c'est un des mécanismes à travers lesquels les structures sociales sont perpétuées. Bon, il y en a d'autres. Il y a le système successoral, il y a le système économique, la
logique qui fait que bon, selon la vieille formule marxiste, le capital va au capital. Enfin, il y a des foules de mécanismes. Mais une des choses nouvelles, enfin, des sociétés modernes, bon, c'est que le système d'enseignement a une contribution peut-être plus grande que jamais, et une part très importante de ce qui se perpétue entre les générations, une part très importante de la transmission du pouvoir et des privilèges, bon, se fait par l'intermédiaire du système scolaire. Bon, alors ça ne veut pas dire que le système scolaire fait tout, ça veut dire qu'il relaie d'autres mécanismes de transmission, et en particulier ceux qui s'opèrent à l'intérieur de la famille. Bon, la famille est une instance de transmission très, très importante, bon, que le système scolaire relaie, d'une part en ratifiant la transmission scolaire. Bon, le système scolaire va dire cet enfant est doué en mathématiques, bon, sans voir qu'il a 5 mathématiciens dans son arbre généalogique, par exemple, bon, ou bien il n'est pas doué en brésilien ou en français, bon, sans voir qu'il est d'un milieu d'émigrés ou d'un milieu de première génération scolarisé, etc. Bon, voilà. Et donc le système scolaire contribue à ratifier, à sanctionner, à transformer en mérite scolaire des héritages culturels qui passent par la famille. Alors tout ça, bon, je l'ai longuement développé dans mes travaux. Alors. Mais ce qui a changé, parce que bon, je pense que la perception de ce que je fais a changé. O senhor diz que não mudou. Foi a percepção que temos do senhor que mudou. Pode-se dizer então que o senhor construiu sua trajetória no sentido oposto ao da tendência dos tempos? Ou seja, num contexto intelectual dominado pela utopia marxista, o senhor absteve-se de manifestar-se politicamente. No contexto atual de quase apatia dos intelectuais face à globalização, o senhor tornou-se um formidável ativista. Ce qui est certain, c'est que ma vision du monde social a des constantes. Bon, je ne suis pas de ces gens qui font des autocritiques permanentes, ou alors j'en fais tous les jours. C'est-à-dire quand on est chercheur, il y a, disons, des acquis. Par exemple, dans mon travail sur l'éducation, bon, il y a des choses qui ont été établies presque tout de suite, bon, qu'il existe une relation entre l'origine sociale et la réussite scolaire. Que, bon, d'ailleurs, ça, c'est pas d'une extrême originalité, qu'il y a des mécanismes sociaux qui assurent cette relation, etc. Bon. Et puis, il y a des choses qui ont changé tout le temps. Bon, quand on travaille, par exemple, si on reprend mes travaux depuis les héritiers jusqu'à la noblesse d'État, et ça continue après, dans la misère du monde, il y a un chapitre sur l'éducation, etc. Bon, ça change tout le temps. Sur la base de constantes, de choses acquises, mais qui se raffinent, qui se précisent, qui se corrigent, qui se systématisent. Je pense qu'il y a une constante que vous avez évoquée très justement. J'ai tendance, enfin, à être toujours à contre-pied, à contresens. Voilà. Quand tous les intellos étaient marxistes, j'étais plutôt weberien. Bon, pour dire vite, bon, parce qu'ils m'énervaient et pour les énerver. Voilà. C'est-à-dire que et aussi pour défendre, enfin, l'autonomie de la recherche contre les modes mondaines. Parce que, enfin, on a évoqué ça tout à l'heure, une part énorme de ces marxistes précoces sont devenus très très conservateurs et me dénoncent aujourd'hui comme le dernier des marxistes que je n'ai jamais été, bon, voilà, et que je ne serai jamais. Enfin, bon, donc, c'est cet esprit de contradiction, voilà, comme on dit en français, c'est une espèce d'esprit de contradiction qui est sans doute lié à ma trajectoire sociale, à mes origines sociales, à mes origines même régionales. Ça, je pense que c'est important. Je ne nie pas le fait qu'il y a une partie de mes postures, de mes dispositions, de mon rapport au monde intellectuel, etc., qui tiennent au fait que je suis donc d'origine provinciale, bernaise, etc. Mais
évidemment, ces choses-là, ces dispositions sont transformées par la position que j'occupe dans un certain champ, à un certain moment. Bon, alors pour ne pas parler de moi, je vais parler de Foucault. Par exemple, un certain nombre d'Américains qui sont très dérangés par la pensée de Foucault, parce qu'elle est trop subversive, parce qu'elle est trop critique. Bon, on dit, ah oui, c'est un sadomasochiste, homosexuel, et il y a eu des livres, enfin, pour essayer de montrer que toute la pensée de Foucault pouvait se déduire de là. Bon, alors je pense que si Foucault n'avait pas été homosexuel, bon, je l'ai suffisamment connu, il n'aurait pas été ce qu'il était. Enfin, il aurait pu être un formidable savant à la française qui aurait fait une thèse magnifique sur Kant et Bittwanger, enfin, je sais pas, bon, et il n'aurait pas apporté la subversion qu'il a apportée dans le monde. Bon, cela dit, déduire la pensée de Foucault du fait qu'il était homosexuel, c'est grotesque, hein, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels et il n'y a qu'un Foucault. Bon, voilà, c'est une réponse à ça. Alors c'est pareil, moi je suis berné, mais il y a beaucoup de bernais qui ne font pas beaucoup. Oui, non, c'est vrai, c'est comme ça, quoi. Bon, donc, alors, ça veut dire qu'il y a une disposition qui est liée à une trajectoire, qui est liée qui n'a rien d'ethnique. C'est pas. Alors, il y a peut-être des propriétés, des traditions, des manières de parler, un ton de voix. Par exemple, encore une fois, je peux en parler sans parler de moi. C'est Canguilhem qui a été un de mes maîtres, un type que j'admirais beaucoup. Quand il parlait, il avait toujours l'air en colère. Bon, alors je sais, les étudiants parisiens étaient terrorisés. Bon, et il parlait comme ça, de façon un peu bourrue. Et parfois, d'ailleurs, il était très en colère. Il disait des choses horribles aux étudiants. Il les trouvait trop parisiens. Bon, en fait, une partie de sa manière de parler, d'être, etc., était très sud-ouest. Ça, voilà, un truc très, très typique d'une manière d'être. Alors, bon, maintenant, je reviens très vite donc à la posture que j'ai au rapport que j'ai entretenu avec le monde intellectuel. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été en pétard contre la forme dominante de la vie intellectuelle. Bon, par exemple, j'ai fait mon premier livre important qui s'appelait Travail en Algérie. Il y avait une longue préface dans laquelle je disais à quel point c'était difficile de faire de la sociologie en situation coloniale. Nós falamos de suas origens do BA. O senhor também jogou rugby, que na França é esporte praticado pelas classes populares. O senhor trabalhou muito tempo na Algéria com seu companheiro Abdelmalek Sayad sobre a sociedade camponesa Kabylia e os operários algerianos. O senhor poderia nos falar um pouco destes anos e de como foi a passagem deste universo para a consagração universitária internacional? En fait, évidemment, les débuts sont très importants pour tout le monde. Bon, c'est la jeunesse, c'est le moment où on se fait, quoi, où on invente sa propre vision, son propre. Oui, voilà. Bon, et moi, j'ai eu. Oui, j'allais dire la chance. J'ai vécu comme une malchance, qui a été sans doute la chance de ma vie. J'ai été envoyé en Algérie comme soldat. J'étais désespéré d'être envoyé. J'étais très 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 mécontent. C'était une punition d'ailleurs. C'était une façon de me punir parce que j'avais manifesté des sentiments hostiles à la guerre d'Algérie. Et j'étais à l'armée, etc. J'étais envoyé là-bas. Et j'ai vécu ça comme terrible. Et puis bon, j'ai commencé à travailler, et puis voilà, un peu pour des raisons politiques. C'est pour ça la découverte de la politique, c'est pas d'aujourd'hui. Je pensais que ce qui se disait à Paris dans les milieux intellectuels était sans rapport avec la réalité, et qu'il fallait un peu étudier les choses comme elles sont. Voilà. Et j'ai commencé à faire un petit livre dont je pensais que ça serait comme ça, et puis que je reviendrais à la philosophie. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus, mais j'ai continué à faire de la philosophie jusqu'aux années 64, choses comme ça. Je travaillais, le jour je faisais mes enquêtes, et la nuit je lisais Husserl, et j'écrivais des choses sur la structure de la conscience temporelle, etc. Bon, voilà. Voilà, alors j'ai commencé par l'ethnologie, et puis après j'ai fait de la sociologie. J'ai enseigné la sociologie à Alger, c'est là que j'ai connu Sayad, qui était mon élève. Et
puis à la fin de l'année, j'ai demandé à un certain nombre de mes élèves de venir avec moi sur le terrain. Bon, il y avait Sayad, puis il y avait voilà, et voilà, on a fait. Et ça a été très important pour moi. C'est vrai que ça m'a. Enfin, j'ai fait de la sociologie en situation difficile, voilà, en situation très difficile, en période de guerre, avec des dangers très, très réels. Foi durante a Guerra da Algéria que o senhor passou da filosofia para a sociologia e agora para a política. Como o senhor vê essa passagem por diversas áreas? Ça se fait peu à peu, quoi. Ça se fait peu à peu. Ça n'a pas été si facile que ça. Bon, je dirais. Bon, le passage de l'anthropologie à la philosophie, de la philosophie à l'anthropologie puis à la sociologie, ça peut dire que je dirais pas que je suis passé à la politique. Je continue à faire la sociologie comme j'ai toujours fait. Pareil, simplement, j'en parle autrement. Alors, ça, la question serait pourquoi aujourd'hui, d'abord, on voit un changement, alors que moi je pense qu'il y a une continuité, et d'autre part, qu'est-ce qu'il y a comme changement réel. Alors, le changement réel, c'est que je pense que depuis quelques années, depuis 10 ans à peu près, je pense que les sociétés modernes, et en particulier les sociétés européennes avancées, à capital social, historique très important, sont en grand danger. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses qui pour nous vont de soi, l'assurance sociale, la sécurité sociale, l'assurance contre les accidents du travail, l'assurance maladie, ça a été inventé, c'était très compliqué, au nom mondialisation, etc. Bon, on est en train de balayer tout ça. C'est les obstacles comment dire, les obstacles au développement économique, etc., etc. Bon, les obstacles à la concurrence liés aux acquis, enfin pas aux acquis sociaux, c'est pas comme ça, liés à l'inertie des partenaires sociaux, comme on dit, qui s'accrochent à des traditions sociales périmées. Donc la connaissance du monde social permet de voir donc des choses que d'autres peuvent ne pas voir. Par exemple, je sais pas, la précarisation. J'ai beaucoup, je pense, c'est pas moi qui ai inventé la précarisation, ni le fait de la précarisation, ni la connaissance de ce phénomène. Bon. Mais j'ai contribué à élaborer, à dire, vous savez, c'est très important. Oui, je reviens là-dessus. Bon, mais donc, voilà. Alors, donc, on peut voir des choses. Bon, et deuxièmement, on peut voir des conséquences cachées de ces choses. C'est-à-dire, il y a dans le présent, on va faire aujourd'hui une mesure, on va dire, on va faire, je ne sais pas moi, on va remplacer les CDI par des CDD. Bon, c'est les emplois temporaires, les emplois permanents par les emplois temporaires. Bon, un petit truc comme ça. On va, c'est des choses qui se passent tous les jours hein, dans les métiers de tous ordres. Les gens vont lutter, ils vont défendre leur beefsteak, on va dire qu'ils sont corporatistes, on va dire... Bon. En fait, une mesure comme ça aura des conséquences qui apparaîtront en 2030. Bon. Et qui sont déjà présentes. Pour quelqu'un qui sait regarder, elles sont déjà présentes. Bon. Par exemple, elles sont déjà présentes au Brésil. Bon, des choses qui se passent en France en ce moment ont déjà été faites au Brésil ou en Argentine par les Chicago Boys et on en voit déjà les conséquences: augmentation de la violence, augmentation du chômage, augmentation du crime, augmentation de la religion millénariste, pentecôtisme, etc., etc. Bon, alors si on voulait, on en a les conséquences aussi au ghetto de Chicago. À côté des Chicago Boys, ils ont leur université sympa. Hein. On dit ça pour les gens qui ont conseillé Pinochet. C'est-à-dire les gens qui ont vendu un modèle économique néolibéral, radical. Bon.
et qui ont encouragé la mise en application de ce modèle. Alors les sociologues, on leur demande de réparer les pots cassés. Les économistes cassent, et les sociologues disent « Ah, c'est embêtant, il y a des délinquances, alors vous allez faire des monographies, vous allez voir comme ça dans les favelas ce qui se passe. » Bon, voilà. Et on dit aux sociologues qu'ils sont politisés, parce que simplement, ils ramassent la vérité de ce que les autres ont produit par aveuglement. Bon, donc voilà, moi je pense que si j'ai changé, si je parais avoir changé, si j'apparais comme ayant changé, ce qui n'est pas du tout la même chose, bon, c'est que d'abord, il y a aussi, c'est que bon, je suis plus vieux, je suis plus connu, quand je dis des choses, elles sont plus visibles, mais si je disais, si j'avais pu dire dans les années 60, 70, avec la force que j'ai aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, j'aurais peut-être fait le même effet. Bon, il y a déjà ça. Mais il y a aussi que le monde ayant changé, le monde, je pense, est en péril. Bon, je pense que c'est un devoir professionnel. No prefácio de seu livro Contre-feu, o senhor escreve que tomou algumas posições políticas levado pela vontade de romper a aparência de unanimidade, que é o elemento essencial da força simbólica dominante. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Oui, alors c'est compliqué parce que là, ce serait une analyse énorme parce qu'il faut voir, il y a un cœur, hein, il y a un cœur, bon, il y a tout un certain nombre de propositions fondamentales, enfin de la théorie économique, enfin l'individualisme méthodologique, il y a la croyance dans le marché comme instrument de régulation universelle, etc. Bon, et bon, il y a un certain nombre de principes. Certains, enfin, chez les théoriciens de l'économie néo-marginaliste explicite, chez les idéologues implicites, il y a un certain nombre de principes cohérents qui fondent une vision du monde. Alors, cette vision cohérente du monde, enfin, qui n'est maîtrisée vraiment que par un tout petit nombre de gens, c'est très formalisé, c'est très abstrait, etc., sert de caution à des discours libéraux. La force sociale de ce discours, qui est la force sociale de ce discours, elle est pour une part dans le socle mathématique, le socle scientifique, mais surtout dans le consensus qui s'est peu à peu imposé à l'ensemble du corps intellectuel et même à ce qu'on appelle les forces sociales. Enfin, bon, je pense que quand on fait des enquêtes, on peut trouver chez des travailleurs de base, les traces, les effets de ce qui n'est pas une propagande, c'est de l'air du temps. Voilà. Les gens, à force d'être exposés à longueur de journée au cours de la bourse, au Dow Jones, à ce qui se passe ici, à ce qui se passe là, etc., bon, ont intériorisé peu à peu une vision
bon, selon laquelle, oui, la protection sociale est un obstacle au progrès. Si on abandonnait la protection sociale, il y aurait plus de jobs, etc. Voilà, et donc c'est devenu ce que j'appelle une doxa. C'est plus qu'un dogme, c'est quelque chose un ensemble de croyances qui ne sont même pas complètement énoncées, quoi. Voilà, qui vont de soi. Voilà, ça va de soi. Voilà. Et ça, c'est très très difficile. Et c'est là que, bon, c'est le rôle un peu que devraient avoir les intellectuels, et en tout cas les sociologues, qui est de casser ça. Voilà. Podemos falar hoje de novo modo de dominação? Neste caso, em que consistiria este modo de dominação e qual seria a diferença em relação ao anterior? Un premier problème, c'est celui de l'imposition quasi mondiale d'une vision du monde. Et cette vision du monde est condensée par ce mot de mondialisation ou globalisation. Alors, cette vision a pour centre 4 ou 5 grands postulats qui sont des formes un peu dégradées, enfin, de la théorie économique. Le premier postulat, c'est que l'économie est un domaine à part, bon, c'est un domaine séparé de la société, enfin du monde social, qui est gouverné par des lois naturelles, ça c'est extrêmement important, des lois qui ne sont pas historiques, qui sont naturelles, qui sont universelles, et que les gouvernements ne doivent pas contrarier, ils ne doivent pas interférer, comme on dit en anglais. Bon, ça c'est le premier postulat. Le deuxième, c'est que le marché est le principe régulateur c'est la manière optimale, enfin au fond, d'organiser les rapports sociaux, les échanges, la production, etc. Et en même temps, la manière optimale d'assurer une distribution équitable. On pose une équation entre marché et démocratie. Alors là, ce serait très intéressant d'entrer dans le détail, vraiment. Ça, c'est le deuxième postulat. Le troisième postulat, c'est la globalisation. La globalisation exige la réduction des dépenses étatiques et la réduction des dépenses sociales, bon, c'est-à-dire le laisser-faire, le retour au laisser-faire et la suppression de tout ce qui peut venir brouiller enfin, la logique pure du marché. Bon, et conséquence de ça, tout ce qui est droits sociaux en matière d'emploi, en matière de sécurité sociale, etc., tous ces droits sociaux sont à la fois coûteux et dysfonctionnels. Ils coûtent cher et ils ne sont pas payants, au contraire. Alors il y a tout ce discours sur le welfare state, sur le welfare qui encourage la paresse, enfin bon, il y a tout un discours très vieux, hein, qui est un vieux discours américain lié à une tradition calviniste.